Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. À une semaine du défaite annoncée de la majorité aux élections européennes, tous les regards se portent sur Emmanuel Macron. Que va-t-il faire? Quelles leçons va-t-il tirer du scrutin? Peut-il rester inerte ou doit-il renverser la table? Un scrutin sur fond de la stratégie du chaos de la France insoumise et de son choix de faire de la Palestine le thème central de sa campagne. Mélenchon est-il devenu un danger pour le vivre ensemble, un danger pour la démocratie, un danger pour les Juifs français? Mais pour commencer, on va parler d'un dossier qui vous concerne en tant que ministre à l'égalité homme-femme. Il s'agit du dossier des féminicides qui se sont succédés depuis quelques jours. Que répondez-vous à ceux qui considèrent qu'il s'agit d'un échec de la police, de la justice et du gouvernement? Déjà rappeler le drame absolu que représentent les féminicides. Dire aussi que les féminicides, c'est partout. C'est dans tous les territoires. Tous les territoires, tous les quartiers, tous les milieux. Ceux qui pensent que ce serait réservé à un profil type, il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type des agresseurs, des auteurs de violences conjugales. Il n'y a pas de profil type des victimes de violences conjugales. Quand on regarde les 5 derniers féminicides, c'est en Guadeloupe, c'est dans la Sarre, c'est dans le Lot-et-Garonne, c'est dans le Nord. Donc vous voyez bien que malheureusement, il y en a plusieurs dans le Nord d'ailleurs, tous les départements peuvent être touchés avec des âges aussi multiples. On a des femmes qui sont retraitées, on a des très jeunes femmes, on a une femme qui était enceinte et qui a été fauchée par la voiture de son ex-conjoint. Mais il y a un fait de manière systématique, c'est que ce sont des femmes qui avaient souhaité reprendre leur liberté. Ce sont des femmes qui avaient été victimes de violences et qui avaient dit stop, qui voulaient partir ou qui étaient parties. Et qui, quelquefois, étaient allées dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour déposer certaines une avaient plainte porté ou une main plainte, courante, hein. Certaines avaient porté plainte. Certains hommes, d'ailleurs, faisaient l'objet de mesures d'éloignement. Donc, évidemment, moi, ce que je demande, c'est qu'on ait une évaluation systématique. On doit comprendre de manière systématique ce qui a fonctionné, ce qui a dysfonctionné. Parce que quand il y a un féminicide, il faut évidemment de manière systématique pouvoir l'évaluer. Il faut rendre compte, il faut rendre des comptes à la société. Quand on vous dit c'est un problème de la police, de la justice et du gouvernement. C'est d'abord un problème de la société en tant que telle, parce que la violence, elle est au cœur de nos familles. Elle est dans notre intimité. On parle d'hommes violents, d'hommes qui ont exercé des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles parfois à leur ex-compagne. Et on parle de femmes, encore une fois, qui ont souhaité reprendre leur liberté, reprendre le contrôle sur leur vie. Parce que les hommes violents, les hommes qui infligent ça à leur compagne, considèrent que les femmes sont finalement leur possession. Et puis, on a heureusement progressé. En 2023, il y a plus de 52 000 hommes violents qui ont été condamnés pour des faits de violence conjugale, alors que c'était 22 000 en 2017. Donc ça veut dire qu'on voit bien qu'on a réussi à augmenter le taux de condamnation pour les auteurs victimes de violences et que dans le même temps aussi, les femmes ont accepté l'idée qu'il fallait évidemment avoir le courage de dénoncer, avoir le courage de partir. On a aussi changé le regard sur les enfants qui sont aussi des victimes collatérales, des co-victimes des violences conjugales subies par leur mère. Mais oui, c'est une affaire de toute la société. Il faut accepter que cette réalité terrifiante, elle est dans tous les territoires, elle est dans tous les milieux, elle est au cœur de notre intimité. Il faut se sentir concerné. Il ne faut pas dire que quand il y a une affaire de violence conjugale, c'est une affaire de famille. Non, c'est l'affaire de toute la société. Et oui, il faut rendre des comptes et il faut qu'il y ait des évaluations systématiques quand il y a eu des féminicides. Ça va changer quoi le texte voté le 23 mai à l'Assemblée qui s'attaque à, entre guillemets, 2 injustices qui visent notamment à priver les époux meurtriers de tout avantage lié au contrat de mariage? D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on s'imaginait que c'était déjà le cas. C'était malheureusement pas le cas parce qu'il y avait d'une part la justice dite patrimoniale, on va dire, et donc les droits associés au mariage de manière générale. Donc on garantit juste une justice évidente qui doit aller évidemment jusqu'à la question financière, la question pécuniaire au cœur du couple. Comment imaginer qu'un homme qui a été condamné, qui est auteur de violences conjugales, puisse en plus prétendre à des biens issus du mariage? Enfin, on voit bien quand même que ce serait une injustice supplémentaire et une violence supplémentaire infligée aux femmes, sachant qu'en général, dans les couples où il y a de la violence, quand l'homme est violent, une des premières violences, c'est d'abord la violence économique. C'est privé de compte bancaire, c'est isoler financièrement, c'est traquer la moindre dépense, c'est parfois priver la femme de la capacité à travailler par elle-même ou demander que son salaire soit versé comme par hasard sur un compte conjoint. Donc vous voyez bien, l'autonomie économique, c'est aussi un combat parce que quand on est privé de cette autonomie économique,
malheureusement, le risque, c'est qu'on ne parte pas. On La n'ait violence, plus la capacité la violence à partir. intrafamiliale existe aussi en politique, chez les politiques? Mais elle existe dans tous les milieux. Mhm. Penser qu'un seul milieu serait celui qui serait le réceptacle de toutes les violences, ça n'est pas vrai. C'est partout. Mhm. C'est partout autour de nous. C'est d'autant plus grave que quand il s'agit de politique. C'est grave partout, c'est Mmh. grave systématiquement, c'est intolérable systématiquement, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, considérer que cette violence doit rester intrinsèque à la société. Cette violence, la société doit s'en libérer. Mais pour que la société s'en libère, il faut que chacun considère, encore une fois, qu'il a une responsabilité aussi, et que ça n'est pas juste, encore une fois, une affaire de famille, une affaire privée. C'est une affaire de toute la société, les femmes qui sont victimes de violences, ou alors on continuera à se satisfaire de voir des femmes qui sont assassinées par leur ex-conjoint, par leur ex-compagnon, uniquement parce qu'elles ont voulu reprendre le contrôle de leur vie. Alors, il y a un texte qui a été porté par les Républicains au Sénat qui interdit les traitements hormonaux et les chirurgies aux moins de 18 ans. Et donc, c'est un texte qui a été adopté la semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi au Sénat. Dans un avis publié, c'était déjà le 6 mai, la défenseur des droits s'est inquiétée des effets de ce texte, estimant qu'il est de nature à porter atteinte aux droits et à l'intérêt supérieur des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en gros, est-ce qu'il faut permettre le changement de sexe chez les mineurs? On parle d'un sujet qui est un sujet extrêmement difficile, qui est la question de la transidentité. Transidentité, et là, on a accusé les Républicains de transphobie. Plus exactement, on parle de ce qui est documenté médicalement, scientifiquement, qui s'appelle la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, ça veut dire tout simplement que vous êtes né dans un corps qui ne correspond pas à votre identité et à ce que vous voulez profondément être et à ce que vous considérez que vous êtes. Et ça touche évidemment aussi des adolescents qui se sentent prisonniers d'un corps qui n'est pas le leur, d'une identité qui ne doit pas être la leur, avec un taux de suicide de nos adolescents qui sont justement dans cette identité qui est absolument terrifiante. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est quoi? Le gouvernement s'est opposé à ce texte. Le gouvernement s'est opposé à ce texte, que ce soit moi, que ce soit le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. On a dit une chose très simple. On parle d'un sujet médical, on parle d'un sujet scientifique. La Haute Autorité de Santé a été saisie. C'est la Haute Autorité de Santé qui doit dire au gouvernement comme aux parlementaires ce qu'il conviendra de faire quand il s'agit de mineurs. Mais il faut cesser les fantasmes. Il n'y a pas une idéologie qui dirait à tous nos enfants « vous n'êtes pas dans le bon corps, vous n'êtes pas dans la même identité ». On parle d'enfants, d'adolescents souvent, qui sont dans des situations extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. Et on parle d'un contrôle médical, d'un accompagnement médical. Il n'y a aucune chirurgie en France qui ait été pratiquée sur des enfants. Aucune. Aucune chirurgie n'a jamais été pratiquée en France sur des mineurs. Donc il faut arrêter avec ces fantasmes-là que certains essayent d'instiller dans la société pour inquiéter les parents. Ce qui existe qui peut exister dans d'autres pays, mais ce qui n'existe pas chez nous. Donc pourquoi inquiéter sur ce qui n'existe pas? Moi, je pense qu'il faut toujours se fier à l'avis médical, à l'avis scientifique. Vous l'attendez pour quand? Avant la fin de l'année, l'avis doit nous être rendu avec le ministre de la Santé et donc on en tirera les conséquences parce que c'est un groupe, encore une fois, qui a travaillé avec tous les spécialistes, tous les médecins sur cette question-là. Il faut juste du calme. Et moi, ce que je vois malheureusement et qui m'inquiète pour avoir encore reçu les associations LGBT cette semaine, c'est qu'elles ont le sentiment de revivre les mots, les expressions, le climat qu'ils avaient entendu lors du mariage pour tous en 2012, en 2013, c'est-à-dire le fait que leur famille soit prise pour cible, le fait que leur vie soit prise pour cible. Et ça, c'est absolument intolérable. On ne peut pas accepter que dans notre pays en 2024, on ait encore des hommes et des femmes, quelle que soit leur identité ou leur orientation sexuelle, qui soient pris pour cible pour cette raison-là. Ça veut dire que vous accusez les Républicains de transphobie? Non, mais ce que je dis, c'est qu'encore une fois, dans un climat qui est un climat vraisemblablement déjà difficile pour un certain nombre de nos compatriotes, alors qu'il ne devrait pas l'être, parce que personne ne devrait être mis en cause, personne ne devrait être inquiété, personne ne devrait être molesté. Certains ont été tabassés en raison, encore une fois, de leur orientation sexuelle ou de leur identité. Qui peut accepter ça dans une démocratie? Pas nous, en tout cas. Et donc, il faut que chacun soit extrêmement vigilant pour ne rien laisser passer sur ce sujet. Alors, vous parlez de démocratie, on en vient aux élections européennes, au centre de la démocratie. Ça vous fait quoi de vous dire que dans 8 jours, la majorité sera ultra minoritaire dans le pays?
Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je non, suis pas le seul, hein. Parce qu'on nous disait la même chose en 2019. En 2019, on nous disait la même chose. À quelques jours des européennes, on nous disait vous allez voir de toute façon, c'est même pas la peine de faire campagne, vous avez perdu d'avance. Donc non, déjà, il n'y a pas de... vous croyez que vous allez pouvoir gagner là. Je dis en tout cas, pour faire de la politique depuis quelques années, que les seuls combats perdus sont ceux qu'on mène pas. Et donc, il faut qu'on continue à mener ce combat. Et pour le mener tous les jours, 15, 16, j'étais 17, sur le 18 terrain, points d'écart. Samedi matin, le terrain, dimanche matin, et je continuerai tous les jours à essayer d'aller convaincre des Français de voter pour la seule liste qui est une liste très claire sur ses alliés en France et en Europe, ce qui n'est pas le cas des autres, de manière très claire. La seule liste qui peut avoir de l'influence et de l'impact en Europe, la seule liste qui a permis des avancées concrètes, que ce soit pour lutter contre l'immigration irrégulière, que ce soit pour protéger nos agriculteurs, que ce soit pour garantir la régulation du numérique, que ce soit tout simplement pour avancer sur les sujets qui concernent très directement les Français, c'est la liste portée par Valérie Ayé. Alors ça, ce sont les éléments de langage. Mais c'est la vérité, surtout, c'est la vérité. Les éléments de langage de la majorité, éventuellement de l'Élysée, de Matignon, du parti Renaissance, et ça prend pas, ça passe pas. Mais c'est pour ça qu'on continue à, encore une fois, mener cette campagne. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette campagne? C'est la stratégie. Mais moi, je ne parle pas au passé d'une campagne je vous pose des questions, après vous répondez ce que vous voulez. C'est la stratégie, c'est le choix de la tête de liste ou le manque de souffle de l'ensemble des dirigeants de la majorité. Déjà, je ne parle pas au passé d'une campagne qui est en cours. Et vous savez très bien que la dernière semaine d'une élection, quelle que soit cette élection, elle peut changer beaucoup de choses, que les événements qui peuvent nous percuter peuvent changer beaucoup de choses et qu'on peut évidemment continuer à progresser. Et c'est ce que je souhaite parce que c'est la liste de Valérie Ayé mérite encore une fois de faire un maximum d'élus au Parlement européen. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? D'être numéro 2, très largement derrière Bardella, ou d'être dépassé par Raphaël Glucksmann? Ce que je redoute, c'est que la France soit le pays qui envoie le plus de parlementaires d'extrême droite au Parlement européen. Parce que je pense que ce serait un signal désastreux. Qu'un des pays fondateurs de l'Union européenne envoie le plus de députés d'extrême droite au Parlement européen. C'est ça le signal qu'enverrait la France. C'est ça le risque que prendrait la France demain. Et c'est une perte d'influence évidente de la France au lendemain au sein du Parlement européen, alors que le Parlement européen est une institution démocratique absolument essentielle sur notre vie quotidienne. On n'aurait pas pu faire le plan de relance, on n'aurait pas pu lutter contre le Covid, on n'aurait pas pu avancer sur les enjeux de transition écologique et énergétique. Ça passe pas dans la tête des gens. Oui, mais il vaut mieux continuer à en parler pour espérer que des arguments soient entendus. Si on renonce à faire campagne, c'est sûr qu'on a perdu. Est-ce que vous ressentez que ces élections se sont transformées en référendum pour ou contre Macron? C'est ce que certains essayent de faire. Non, mais moi, j'en appelle dans ces cas-là, ne serait-ce qu'aux plus de 30% de Français qui continuent à soutenir le président de la République et à leur dire « venez voter ». Il est minoritaire. Venez voter. Mais les présidents de la République ont toujours été, toujours. Mais tout simplement parce qu'à un moment, ils agissent, parce qu'ils prennent des risques. Et c'est la première fois qu'on a un président de la République qui est là depuis 7 ans, sans cohabitation. Parce que les Français l'ont élu, les Français l'ont réélu, les Français l'ont choisi. Et ont choisi que ce président de la République soit là et préside. Et nous avons un président de la République qui préside, qui ne se cache pas, qui ne se planque pas, qui prend des risques et qui continue à réformer et à transformer notre pays sur des enjeux qui sont essentiels, sur la question du travail, sur la question du pouvoir d'achat, sur les enjeux écologiques et énergétiques, avec ce que nous faisons notamment sur la question du nucléaire, sur les enjeux internationaux, j'imagine qu'on y reviendra, sur la puissance aussi que représente la France. La dégradation de la note de la France. Mais on a toujours dit qu'il fallait qu'on tienne une trajectoire de finances publiques. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, je suis désolée, c'est tous ceux qui nous parlent des finances publiques et qui, dans le même temps, nous proposent des dépenses supplémentaires. En permanence, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, tout le monde monte sur ses grands chevaux en disant « attention, 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 les finances publiques ». Et dans le même temps, on nous propose systématiquement de la dépense supplémentaire. J'ai pas entendu quand on a dit qu'il fallait faire 10 milliards d'économies en 2024, 20 milliards d'économies en 2025, une seule proposition pour nous dire voilà comment on pourrait les réaliser. Donc à un moment, moi je suis évidemment à l'écoute, comme l'ensemble des membres du gouvernement, de toutes les forces dans notre pays d'opposition républicaine, qu'elles nous fassent des propositions pour dire ok, on doit tenir ensemble cet objectif de ramener le déficit public de la France aux 3% en 2027. C'est l'engagement qu'on a pris. Aidez-nous à y parvenir. Cette défaite annoncée dimanche prochain, c'est vous qui le dites. Elle doit déboucher sur quoi? Sur un élargissement de la majorité, un changement de politique, un référendum,
Un changement de Premier ministre ou une dissolution? Ah bah rien que ça fait beaucoup. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui Mais sont... il y a des hypothèses. Peut-être que la première hypothèse, c'est de se dire que ce sont des élections européennes. Ouais. Et donc que ceux qui voudraient en tirer immédiatement des enseignements politiques nationaux se trompent. C'est ça que il y aura veut tenter... aucune Non, mais c'est ça que veut décision tenter prise l'extrême après droite. ces L'extrême élections. droite est en train de mentir aux Français en disant si demain nous sommes en tête, il y aura une dissolution dans le pays. Ça ne se passe pas comme ça dans nos institutions. C'est pas parce qu'on gagne une élection européenne ou qu'on gagnerait une élection européenne que le lendemain, il y aurait une dissolution dans le pays. Et moi, je ne crois pas forcément d'ailleurs que ce soit le souhait des Français de demain revoter aux élections législatives. Je crois que les Français attendent plutôt de la stabilité. Je crois que les Français attendent plutôt de la stabilité. Ouais. Ils attendent du calme, ils attendent de l'ordre, ils attendent stable. de l'autorité, ils attendent des résultats, ils attendent qu'on continue à travailler. Ils attendent sans doute aussi que des oppositions soient un petit peu plus raisonnables et un peu plus responsables pour garantir qu'on puisse réussir à travailler et garantir à ce que notre pays soit en meilleure santé. Est-ce que vous pensez que, quel que soit le résultat, Emmanuel Macron puisse rester inerte? Mais il n'est jamais inerte, le président de la République. Je ne l'ai jamais pas vu prendre inerte des depuis 7 ans. pour relancer son Je ne l'ai jamais vu quinquennat. inerte depuis 7 ans. Mais je vous dis, nous ne sommes pas habitués à avoir un président de la République qui est là sans discontinuer depuis 7 ans et hors cohabitation. Ce qui veut dire, encore une fois, qu'il faut que ça nous réengage nous-mêmes au sein de la majorité et que ça démontre normalement plus de responsabilité de la part des oppositions. Malheureusement, on n'a pas les oppositions les plus responsables qui existent dans notre pays. Emmanuel Macron, c'était lundi à Dresde, en Allemagne. Il a parlé de la montée de l'extrême droite comme d'un vent mauvais qui souffle sur l'Europe. Et pourtant, en France, l'extrême droite fait la course en tête. En clair, cette diabolisation de l'extrême droite, elle ne fonctionne pas, elle n'a pas marché. Mais ce n'est pas un sujet de diabolisation ou non, c'est juste qu'il faut être lucide et voir ce que l'on voit. Et oui, il y a un vent mauvais qui souffle sur les démocraties européennes à partir du moment où on voit que l'extrême droite y progresse partout. Partout, parce que le risque, il n'est pas juste en France. Le 9 juin prochain, comment vous expliquez risque... cette progression du RN en France? En vérité, ce qui est très étonnant toujours, c'est qu'on a l'impression que tout glisse comme sur les plumes d'un canard. Les condamnations pour antisémitisme, ça glisse. Les procès en cours pour corruption, ça glisse. L'incompétence, ça glisse. Donc à un moment, il faut quand même qu'on regarde ce qu'est ce parti, qu'on regarde ce que sont ses racines, qu'on regarde ce que sont ceux qui l'entourent aujourd'hui. Il ne faut pas vous regarder faut pas vous remonter aussi. il y a 20 ou il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Il faut regarder ceux qui aujourd'hui sont dans les arcanes de ce parti politique, qui sont des gens qui sont proches du GUD, qui en sont issus, qui sont des gens foncièrement d'extrême droite, pas parce que eux ne veulent plus qu'on emploie ce qualificatif, que pour autant ils ne le seraient plus. C'est non seulement leur racine, mais c'est aussi le positionnement politique et les gens qui les entourent ça veut dire aujourd'hui. Que ce qu'avait dit Elisabeth Borne, c'était il y a tout juste un an ici à Radio J. Le RN est l'héritier de Pétain. Parce que historiquement, c'est vrai. Vous le redites aujourd'hui et comment? Non mais historiquement, c'est vrai. Ouais. La question, c'est est-ce que cet argument est un argument qui arrive à convaincre les Français? Je pense qu'une partie d'entre eux est historiquement convaincue qu'on ne peut pas laisser gagner l'extrême droite et qu'on ne peut pas avoir l'extrême droite au pouvoir ni en France ni en Europe. Puis je pense qu'il y a ceux qui, malheureusement, ne prêtent plus l'oreille à ces arguments qui sont des arguments historiques, malheureusement d'ailleurs. Malheureusement. Parce qu'on devrait tous avoir quand même cette culture historique qui devrait nous rassembler et qui devrait nous prémunir aussi d'un certain nombre de risques en France et en Europe. Donc je crois que le meilleur argument, encore une fois, c'est ce que nous faisons. C'est notre projet, ce sont nos candidats. Et je vois les candidats qui sont les nôtres, les nouveaux candidats, par exemple, que nous avons sur la liste. Grégory Allione, qui est le président de l'Association nationale des sapeurs-pompiers de France, qui est un homme extraordinairement engagé, qui est 8e de liste. Je pense à Rachel Fleur Pardo, qui est 21e de liste, qui est à la jonction de celles et ceux qui pourraient ou pas être élus en fonction de notre score, qui est une avocate brillante, qui lutte contre le cyberharcèlement notamment et l'antisémitisme et qui est extrêmement engagée. Moi, je suis fière d'avoir ces candidats-là. Oui, mais et les je Français, crois que c'est eux ils n'entendent pas qu'on votre doit... message. Mais peut-être qu'il faut regarder plus précisément à la fois les projets et regarder les candidats. Je crois que c'est aussi important de démontrer la compétence de celles et ceux qui, demain, vont représenter les Français au Parlement européen. Ce que je sais, c'est que nos députés au Parlement européen ont été jugés comme les plus influents du Parlement européen. C'est pas la France qui le dit, ce sont des critères objectifs qui le disent, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont œuvré, que sans eux, il n'y aurait pas eu de pacte asile-immigration, il n'y aurait pas eu de pacte vert, il n'y aurait plus de PAC, il n'y aurait pas eu de plan de relance, il n'y aurait pas eu de coordination pendant la crise sanitaire. Et je crois que là-dessus, on a des résultats qui sont tangibles. Et j'espère que c'est sur la foi de ces résultats et sur la foi de la compétence de ces candidats que les Français iront voter le 9 juin prochain. En tout cas, on a l'impression que le ticket Le Pen-Bardella, il peut faire mal. Et Marine Le Pen est donnée désormais gagnante pour 2027. Mais là encore, on est 3 ans avant, donc vous voyez bien que qui peut l'arrêter? Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Mais qu'est-ce qui peut l'arrêter? Nos résultats. Ouais.
nos résultats. Alors les Français disent qu'il n'y a pas de résultat. Hein. Mais les Français disent pas toujours ça, c'est pas vrai, ça dépend sans doute beaucoup des sujets, ça dépend du moment dans lequel ils sont interrogés, mais je crois que c'est d'abord nos résultats qui doivent arrêter la montée de l'extrême droite, parce qu'on est en train de refaire l'histoire à l'envers. C'est le président de la République par 2 fois qui a empêché que l'extrême droite accède au pouvoir dans notre pays. Par 2 fois, c'est lui qui a réussi à empêcher l'extrême droite d'être élue, et on lui ferait maintenant le procès de voir l'extrême droite monter. Mais enfin, c'est lui qui a réussi à la contenir. C'est lui qui a réussi à l'empêcher d'être déjà au pouvoir dans notre pays. Maintenant, c'est notre responsabilité collective, citoyenne et politique, de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, ni demain, ni en 2027, ni jamais en France. Gabriel Attal, il avait été nommé à Matignon parce qu'on considérait qu'il était la meilleure carte anti-RN. Le calcul a été bon ? Écoutez, il a fait un débat face à Jordan Bardella. Je crois que tout le monde a clairement dit qu'il n'y avait pas photo entre les 2 candidats. Avec aucun effet dans les sondages par rapport au vote des Français. Vous me demandez la compétence du Premier ministre. Je crois que j'ai aucun doute, moi, évidemment, sur sa compétence et sur sa légitimité. Et je crois que les Français l'ont vu à l'œuvre dans un débat qui a été quand même très suivi par les Français, près de 3 millions de personnes qui l'ont regardé, et où on a vu de manière éclatante l'incompétence du RN, c'est-à-dire l'incapacité à connaître le travail qui serait supposé être le sien quand même en tant que député européen depuis 5 ans. Sauf qu'en vrai, le Parlement européen, c'est pas son sujet. Il s'en fiche. C'est un salaire, le Parlement européen, mais c'est pas un travail pour lui. Pour nos parlementaires européens, c'est d'abord une mission, une responsabilité et un travail. Et le Premier ministre a réussi à le démontrer. Il a posé des questions qui sont toujours aujourd'hui sans réponse côté RN. Je pense à la question de la double frontière. Personne n'a bien compris quand même ce que le Rassemblement national, ce que l'extrême droite voulait faire en créant des doubles frontières au sein même de l'Union européenne. Moi, ce que je sais, c'est que grâce au pacte asile-immigration, on a enfin des vraies frontières extérieures de l'Union européenne pour faire en sorte que l'immigration illégale puisse être reconduite de manière effective dans leur pays d'origine. Et c'est ça qui est, je crois, attendu. Qui a été refusé, que n'ont pas voté et Raphaël Glucksmann et François-Xavier Bellamy. Contrairement à leur propre parti politique au sein du Parlement européen. Donc en plus, non seulement ils sont pas très courageux, mais en plus ils sont en marge de leur propre parti politique au sein du Parlement européen, puisque et la gauche et la droite européenne ont réussi à se mettre d'accord sur ce texte, sinon on n'aurait pas eu de majorité. Mais on est les seuls députés français à avoir voté le pacte asile-immigration. Là encore, évidemment, l'extrême droite ne l'a pas voté, parce que l'extrême droite ne souhaite pas que des solutions européennes puissent exister et soient effectives et efficaces. Je crois qu'on en a fait la démonstration. Qu'est-ce qui vous différencie de la liste et de la stratégie et des éléments de campagne de Raphaël Glucksmann? Déjà nos alliances. Parce que moi, j'entends Raphaël Glucksmann dire que la NUPES n'est pas morte et que dès le lendemain de l'élection européenne, la NUPES devra renaître. Alors il dit la NUPES sans Mélenchon. Mais il y a bien d'autres problèmes que celui de Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire la NUPES avec Mathilde Panot, avec Manuel Bompard, avec Rima Hassan, avec Daniel Obono. Donc à un moment, est-ce que la NUPES, c'est on fait sans LFI, définitivement ou pas? C'est pas ce qu'il dit. Bien évidemment, c'est pas ce qu'il dit. Sur le nucléaire, vous êtes proche de lui? Sur le nucléaire, sur le social, vous êtes proche de lui? Sur le nucléaire, c'est pas ça la question qu'il faudrait poser. Le nucléaire, il accepte d'être le candidat d'un parti qui a fait un pacte de gouvernement, encore une fois, avec la NUPES, en s'opposant justement à l'enjeu du nucléaire. Comment on peut accepter à ce point de brader ses convictions? Sur l'Europe, sur l'Ukraine. Comment au lendemain du 7 octobre, alors que LFI n'est pas capable de dire que le Hamas est un groupement terroriste, on n'est pas capable de dire là, c'est la ligne rouge définitive. Ça a été dit. Mais ils ne sont pas sortis de l'Alliance. Ils continuent à siéger ensemble à l'Assemblée nationale. Ils continuent à se soutenir mutuellement. Le dernier épisode en date, quand un député de la France Insoumise est venu brandir un drapeau palestinien en troublant l'organisation des travaux de l'Assemblée nationale. Mais tous les autres députés NUPES ont refusé de voter la sanction. Donc, ils restent ensemble. Ils restent solidaires. Et Raphaël Glucksmann, la question n'est pas individuelle. Elle est qu'à un moment, il est le candidat d'un parti politique et d'une alliance politique de fait, qui est celle de la NUPES, donc aussi avec LFI demain. Comment vous expliquez qu'il est le vent en poupe, Raphaël Glucksmann? Parce qu'en vérité, il fait le score que la gauche a toujours réussi à faire aux élections européennes. La dernière fois, c'était les écologistes. La dernière fois, c'était Yannick Jadot. Et à la fin, ça a donné quoi, la présidentielle? Pas grand-chose. Pas grand-chose. François-Xavier Bellamy? François-Xavier Bellamy, c'est quelqu'un d'intelligent, mais je partage à peu près rien de ses convictions. Il est l'un de ceux qui s'est le plus opposé à l'inscription de l'avortement dans la Constitution.
un de ceux qui s'opposent au fait que dans la Charte européenne des droits fondamentaux, l'avortement puisse être inscrit, alors qu'on a encore des femmes au sein de l'Union européenne qui n'y ont pas accès. En Pologne, à Malte, on a des femmes qui sont dans des situations extraordinairement contraintes où ça tient plus qu'à un fil, en Hongrie ou en Italie. Donc à un moment, comment on peut être démocrate et dans le même temps ne pas vouloir protéger une des libertés fondamentales, si ce n'est la première liberté fondamentale des femmes, qui est de choisir pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Alors, on a parlé de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon. Qui est le plus dangereux pour la démocratie et pour la France aujourd'hui? C'est Marine Le Pen ou c'est Jean-Luc Mélenchon? Mais les deux sont des poisons pour la démocratie. Et puis d'ailleurs, les deux se répondent l'un l'autre, les deux se nourrissent l'un l'autre de manière évidente, se nourrissent des outrances, se nourrissent des projets, se nourrissent des histoires, se nourrissent de cette fausse opposition les uns les autres, ont des électorats d'ailleurs souvent qui sont très perméables l'un avec l'autre. Donc les deux sont à combattre. Les deux sont à combattre. La France insoumise, puisqu'on a parlé du Rassemblement national, son choix, sa décision de faire de la Palestine et de Gaza le thème central de sa campagne européenne, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce qui est rassurant, c'est que ça ne marche pas auprès des Français. On verra le 9 juin. On verra le 9 juin, mais j'espère que la France insoumise sera en dessous des 5% le 9 juin. Vous espérez? Oui, je l'espère. Vous y croyez? Écoutez, en tout cas, nous, on se bat déjà pour que notre liste soit le plus haut possible. Mais si en plus, on pouvait avoir la satisfaction de voir LFI en dessous des 5% et donc Rima Hassan qui ne soit pas élue députée européenne, oui, je crois que ce serait une satisfaction démocratique importante. Rima Hassan, justement. Rima Hassan. Donc, elle a nié le caractère terroriste du Hamas et le caractère terroriste du pogrom du 7 octobre. Elle a considéré que le mouvement islamiste palestinien, le Hamas, menait une action légitime. Elle défend la thèse d'un seul État, de la mer au Jourdain, c'est-à-dire en clair la destruction de l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez de la candidate Rima Hassan? Que tout ça est contraire à toutes les valeurs que je défends, évidemment. Et je crois que c'est bien de rappeler les propos qui sont les siens, parce qu'elle se drape en permanence dans une espèce de vertu absolue et sur la j'oublie une chose, résistance. elle a accusé le gouvernement et le ministre des Affaires étrangères d'être influencés par le CRIF. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, elle reprend toutes les thèses complotistes et conspirationnistes qu'on connaît à l'encontre des Juifs depuis des siècles. C'est de l'antisémitisme? C'est une forme évidemment d'antisémitisme. C'est-à-dire qu'à partir de... Vous savez, typiquement, à chaque fois qu'on a ces remarques de dire on est vendu au CRIF, etc., ça sous-entend quoi? C'est vraiment, encore une fois, tous les stéréotypes antisémites absolument insupportables. Parce que ça veut dire c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui dirigent vraiment. Eux, les Juifs, c'est clairement ça. Quand vous dites le CRIF, je crois que c'est assez signé. Elle a carrément mis une cible dans le dos dernièrement à un groupe de médias, en l'occurrence à TF1, parce qu'ils avaient organisé une interview du Premier ministre israélien. On a le droit de combattre le Premier ministre israélien. On a le droit de désapprouver la politique qu'il mène. On a le droit de la contester. On n'a pas le droit de mettre une cible dans le dos à des journalistes dans notre pays, après ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Ceux qui mettent des cibles dans le dos à des journalistes sont des gens qui sont extraordinairement dangereux. Vous dites qu'ils mettent des cibles dans le dos des journalistes? Quand vous désignez à la vindicte populaire en disant allez-y, allez manifester devant TF1, puisque là c'était TF1 en l'occurrence, j'ai vu qu'elle l'avait fait aussi pour une journaliste du Point, Géraldine Vosner. Donc, ils ont fait un procès à Radio J à moi-même. Et sans doute malheureusement vous-même. Donc ça veut dire, dans un pays où des journalistes ont été pris pour cible par des terroristes islamistes, on leur met des cibles dans le dos en disant ceux-là en gros sont corrompus. Ceux-là ne partagent pas nos idées, ceux-là sont dangereux. Je crois que c'est absolument intolérable. Est-ce que vous êtes de ceux qui considéraient que LFI, Mélenchon, les dirigeants de LFI mettent des cibles dans le dos des Juifs? Ah ben oui. Hein? Malheureusement, oui. Moi, j'ai reçu, vous savez, cette semaine, des étudiants juifs de Sciences Po, membres de l'UEJF pour certains. La situation qu'ils vivent est absolument insupportable. Insupportable. Moi, entendre des gamins de 20 ans me dire que dès le 9 octobre, pas fin novembre, décembre ou janvier, dès le 9 octobre, donc au lendemain des attentats terroristes du Hamas, ils avaient perdu leurs amis parce que tout simplement, ils avaient posté des messages de soutien à la population israélienne. Entendre une gamine de 20 ans me dire que dans le grand amphi de Sciences Po, elle se retrouve seule sur son rang parce que personne ne veut se mettre à côté d'elle. Tout ça parce que quoi? Parce qu'il y a des petits groupuscules qui essayent de faire pression sur les étudiants. C'est absolument intolérable et insupportable. Et aucun de nos enfants ne devrait avoir à vivre ça ou à subir ça en raison de son identité, quelle que soit son identité. Ça veut dire que LFI est devenu le parti antisémite?
Le nouveau parti antisémite ? En tout cas, une partie de LFI, et notamment sa tête, clairement, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit... Parce qu'en vérité, c'est Rima Hassan, la vraie tête de liste aux européennes. C'est plus Manon Aubry. Quand vous regardez le nombre d'interventions médias, le nombre de réunions organisées, etc., c'est elle qui est devenue leur tête de liste. C'est pour ça que je dis que j'espère qu'elle fera moins de 5% et qu'elle ne sera pas élue. Clairement, oui, mettre des cibles dans le dos des Juifs de France, alors même qu'on est dans un moment où malheureusement l'antisémitisme progresse et où l'État français joue son rôle pour lutter contre l'antisémitisme, que ce soit la police, la gendarmerie, que ce soit les magistrats, que ce soit ce qu'on fait au sein de l'éducation nationale, au sein de nos universités, ce que j'ai moi-même organisé avec les assises de lutte contre l'antisémitisme. Donc ça veut dire que le gouvernement est au combat, le président de la République est au combat pour lutter évidemment contre ce fléau de l'antisémitisme et que malheureusement, dans le même temps, il y a ceux qui l'attisent. Et LFI attise malheureusement l'antisémitisme. Vous avez fait allusion à l'épisode de ce drapeau palestinien brandi par le député LFI Sébastien Delegui mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée. Qu'est-ce que ça dit peut-être de l'état du débat politique, de l'état de la France, de l'état de la démocratie, de l'état de la gauche ? Moi, je suis extraordinairement fière d'avoir été élue députée en 2017, réélue en 2022. Je suis tellement attachée à cette institution qu'est l'Assemblée nationale que je n'accepte pas qu'on la salisse. Et qu'on fasse de l'Assemblée nationale une espèce de ZAD, de spectacle permanent, de mauvais théâtre, c'est même de mauvais vaudeville en vérité. Parce qu'à la fin, ça déconsidère la vie politique dans notre pays. Parce que les Français, ils retiennent quoi ? Ils retiennent ça. Ils retiennent des guignols qui, au sein de l'Assemblée nationale, brandissent des drapeaux, brandissent des paquets de pâtes, font des esclandres, insultent des ministres, se croient tout permis. À la fin, en fait... Ils coupent le son et puis même ils coupent l'image parce que ça les intéresse plus du coup la vie politique. Et on a besoin que les Français aiment la vie politique, s'intéressent à la vie politique. On est en train de se dire qu'aux élections européennes, quels que soient d'ailleurs les votes, un Français sur deux pourrait ne même pas aller voter. Mais comment leur donner envie d'aller voter si en vérité la vie politique, ça n'est plus que ça ? Ça n'est plus que, encore une fois, ce guignol permanent, avec beaucoup moins de talent d'ailleurs. Donc, je crois que c'est ça dont on a besoin à un moment, c'est de replacer un cadre où on a des hommes et des femmes politiques qui croient à ce qu'ils font, qui croient à ce qu'ils disent, qui le font avec sincérité, qui le font avec engagement, qui le font sans outrance, qui le font sans excès, parce que sinon, encore une fois, les Français n'auront juste plus envie, quels que soient les partis, de s'intéresser à la vie politique. Mais vous avez vu que les dirigeants de la NUPES, les élus de la NUPES, ont considéré que les sanctions qui avaient été prises contre ce député Delegui n'étaient pas justifiées. Mais les sanctions, elles ne tombent pas du ciel à l'Assemblée nationale. J'ai été présidente de groupe, donc moi-même, je me suis retrouvée au bureau de l'Assemblée nationale pour arbitrer sur des sanctions qui devaient pouvoir exister. Tous les groupes politiques sont représentés à ce moment-là. C'est un vote. C'est un vote, les sanctions. D'abord un vote au sein du bureau de l'Assemblée nationale, où tous les groupes sont représentés, et ensuite un vote au sein de l'hémicycle qui est public, puisque les députés se lèvent. C'est comme ça que ça a été institué. Vous êtes pour, vous vous levez, vous êtes contre, ensuite vous vous levez. Donc on sait, c'est transparent, qui est pour et qui est contre. C'est pas une décision arbitraire de la présidente de l'Assemblée nationale ou d'un membre éminent de l'Assemblée nationale, etc. Moi, ce que je regrette, c'est de voir des gens comme Olivier Faure, par exemple, être revenus dans l'hémicycle pour s'opposer à cette sanction. Pour s'opposer à cette sanction, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Parti socialiste, donc le parti politique de Raphaël Glucksmann, reste soumis à la France insoumise et à ses injonctions de manière malheureusement flagrante. Alors, en ce qui concerne l'après 7 octobre, 8 mois après les massacres, le programme du 7 octobre, les rôles sont inversés. Israël est devenu l'agresseur, le Hamas l'agressé. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, il faut rappeler la position constante de la France, qui est de dire que, la première des choses, c'est la libération des otages. Et que c'est une libération inconditionnelle qui doit pouvoir exister avec des otages français qui sont malheureusement encore retenus dans les geôles, dans les tunnels du Hamas. Ensuite, c'est que le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international et la demande aujourd'hui d'un cessez-le-feu parce qu'on voit que la situation humanitaire, elle est devenue absolument intolérable. Demandant un cessez-le-feu immédiat. Oui, parce que je crois que la situation humanitaire qui est vécue à Gaza est aujourd'hui intolérable et insupportable et qu'il faut arriver à distinguer deux choses. Et c'est là où on voit bien, en France, ceux qui volontairement ne veulent pas distinguer les choses. C'est la légitimité absolue d'Israël à exister et à pouvoir se défendre, mais dans le respect du droit international. Et donc on peut
totalement, sur votre antenne, critiquer la politique qui est menée par le Premier ministre israélien. Comme c'est le cas, on précise les choses, comme c'est le cas en Israël, il y a encore eu des manifestations. Et les Israéliens hier soir, sont les premiers en vérité à contester la politique qui est menée par Benjamin Netanyahou. Donc on peut critiquer librement, comme pour toute démocratie en vérité, la politique qui est menée par le Premier ministre israélien. Et dans le même temps, dire qu'évidemment, Israël a tout le droit d'exister et le droit de se défendre dans le respect du droit international. Et volontairement, certains veulent entraîner une confusion en disant Benjamin Netanyahou égale Israël, donc égale les Juifs de France, et essentialiser chacun de nos concitoyens juifs comme s'ils étaient responsables individuellement de la situation à Gaza. Ils ne sont évidemment rien responsables de la situation à Gaza, et en plus, en prime, eux subissent l'antisémitisme dans notre pays. Sur la situation à Gaza, vous parlez de génocide, de crimes de guerre, de quoi vous parlez? Je ne parle pas de génocide, et là, jamais un seul membre du gouvernement français n'a parlé de génocide, pas pour faire plaisir à X ou Y, mais parce que le terme de génocide, il est extraordinairement encadré en droit international, parce que peu ont été reconnus à travers l'histoire. Et le mandat requis par le... Et je crois qu'il faut être très vigilant sur les termes qu'on demande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un drame humanitaire épouvantable en cours, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire tous les efforts pour garantir l'acheminement qui doit être fait de l'aide humanitaire et la demande insistante de la France d'un cessez-le-feu. Mais pour autant, on ne doit pas employer des mots comme ceux-ci au risque de les galvauder, alors qu'à travers l'histoire, que ce soit le génocide arménien, que ce soit le génocide rwandais, que ce soit la Shoah, on voit bien à quoi cela a correspondu, c'est-à-dire à la volonté systématique et industrielle de détruire une civilisation, de détruire une population et une identité. Alors le 11 février dernier, à ce même micro, Forum Radio J, vous aviez menacé de supprimer des subventions aux associations féministes qui auraient été, ce sont selon vos termes, ambiguës dans leur condamnation envers les crimes, notamment les viols, commis le 7 octobre par le Hamas. Vous avez promis de passer au crible toutes leurs déclarations. Où en êtes-vous aujourd'hui? C'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai été beaucoup mise en accusation après la déclaration que j'avais faite chez vous, alors que j'avais l'impression d'avoir dit une évidence. C'est que quand on est féministe, on l'est évidemment tous les jours, et on l'est quelles que soient les victimes et quels que soient les bourreaux. Et je trouve encore aujourd'hui, encore une fois, qu'il y a eu des ambiguïtés et il y a eu beaucoup de silence. Et que ce silence, il est... Vous parlez du silence des associations féministes? Du silence de certaines associations, qui sont plus des collectifs politiques. Je n'ai pas besoin de les nommer, mais plus des collectifs politiques que des associations. Les associations de terrain, elles font leur job. Les associations de terrain, elles se battent tous les jours pour accompagner les femmes, pour lutter contre les violences, qu'elles soient intrafamiliales, qu'elles soient sexuelles, pour combattre en faveur de l'égalité. Et celles-là n'ont posé aucune difficulté. Donc 4 mois après, où est-ce que vous en êtes? Donc on a fait cet examen, on a vérifié les financements publics de l'État. Dans les financements publics de l'État, aucun de ces collectifs politiques, on va le dire, n'a été soutenu et financé. Mais par contre, j'ai envoyé un message très clair. L'argent public n'est pas donné au hasard. L'argent public est là pour être utile aux Français et sur la base des valeurs aussi, évidemment, et de la communauté de valeurs qui sont les nôtres. Et donc, encore une fois, quand des femmes ont été délibérément prises pour cible le 7 octobre, parce que c'est ça qui s'est passé. C'est que, et vous parlez, est-ce que vous faites partie de ceux qui parlent du viol comme arme de guerre de la part du Hamas? Mais bien sûr, parce que c'est pas moi qui le dis, ce sont les terroristes eux-mêmes qui le disent. Ce sont les terroristes eux-mêmes qui disent, dans un certain nombre d'éléments qui ont été filmés ou des audios qui ont été retrouvés, que c'est la demande qui leur a été faite de souiller des femmes. Et donc, de la même manière, malheureusement, que le viol est utilisé comme une arme de guerre et une arme terroriste, ça a été le cas en Ukraine par l'armée russe. Et des femmes ont très courageusement témoigné dans un de nos journaux français, dans Match cette semaine. Eh bien, malheureusement, des femmes israéliennes ont été prises pour cible parce qu'elles étaient israéliennes, mais parce qu'elles étaient des femmes. Et alors, les associations, les associations féministes ou les féministes qui se sont tues, elles se sont tues parce que ce sont des victimes juives? Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'elles sont juives? Est-ce que c'est parce qu'elles sont israéliennes? Est-ce que c'est parce que chacun aurait le sentiment qu'il y aurait un camp ou un clan à choisir? Mais il n'y a pas de camp à choisir, là, en l'espèce. Il y a des victimes. Il y a des victimes. Et ces victimes, par principe, les femmes qui sont victimes ne sont jamais responsables des violences qu'elles subissent. Jamais. Elles se sont fourvoyées, les associations féministes, après le 7 octobre? Certaines d'entre elles. Mais lesquelles? Dites-moi. Non, mais peu importe, parce que moi, je ne veux pas diviser, encore une fois, le mouvement féministe. Ce que je veux, c'est qu'on ait partout, encore une fois, un mouvement qui soit clair, parce qu'on a un combat qui est de dire quoi aux femmes qui sont victimes? 1, on vous croit.
et donc aussi aux familles israéliennes quand elles disent qu'elles ont subi des viols. La première des choses, c'est de dire on vous croit et on croit les violences que vous avez subies parce que quel intérêt vous auriez à dévoiler ces horreurs-là absolument insoutenables. On vous soutient, on vous accompagne et vous n'êtes en rien victime des violences que vous avez subies parce qu'il n'y a pas une femme au monde qui est victime des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles qu'elle a à subir. Le seul responsable, c'est l'auteur. Toujours. Quelles que soient les circonstances. Et là, en l'espèce, les seuls responsables, ce sont les terroristes du Hamas qui ont infligé ces mutilations et ces viols et ces violences aux femmes israéliennes. On est à moins de 2 mois des Jeux Olympiques, Aurore Berger. Un certain nombre de députés LFI, comme Adrien Quatennens, comme Thomas Porte ou Aymeric Caron, demandent que les athlètes israéliens concourent aux Jeux de Paris, comme les Russes, sous bannière neutre, sans drapeau et sans hymne national. En gros, un boycott. Qu'est-ce que vous en pensez ? La France a dit très clairement ce qu'elle en pensait. C'était que c'était absolument inadmissible et que cette demande n'avait pas lieu d'être parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, encore une fois, un pays qui a attaqué la souveraineté d'un autre pays, un pays qui a agressé un autre pays, c'est-à-dire la Russie, qui est belligérant, qui a attaqué, agressé, cherché à annexer une partie de l'Ukraine, et à l'inverse, un pays qui a été lui-même attaqué et qui a subi le terrorisme islamiste. Alors, on parle de boycott, et pourtant, les autorités françaises ont décidé d'annuler, c'est une forme de boycott, la participation des industriels israéliens de l'armement au salon de défense Eurosatory, qui a lieu à partir du 17 juin à Villepinte. C'est une forme de sanction après le bombardement de Rafah. Est-ce que vous confirmez que cette décision a été prise par Emmanuel Macron et qu'elle est définitive ? C'est une décision qui a été prise par le gouvernement français au regard de la situation humanitaire notamment et politique. Je comprends que cette décision puisse interpeller, mais la France, vous le savez, elle continue à avoir une politique très claire. Libération inconditionnelle et immédiate des otages. Soutien évidemment sur le fait qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international et demande d'un cessez-le-feu humanitaire. Et la situation aujourd'hui, la dégradation heure après heure de la situation humanitaire à Gaza, évidemment, empêche, je crois, que dans des conditions sereines et apaisées, cette participation puisse exister. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement français a pris cette décision difficile. Est-ce que ça veut dire que s'il y a un cessez-le-feu dans les prochains jours, cette décision pourrait être remise en cause ? Peut-être, c'est le ministre des Armées notamment qui aura... Le président de la République, on va dire, c'est le président de la République qui décide. Le ministre des Armées notamment qui aura à se prononcer sur ce sujet. Ce que j'espère, c'est que ce cessez-le-feu pourra exister, qu'il sera respecté, parce qu'on a vu malheureusement souvent des cessez-le-feu être rompus, notamment par le Hamas. Mais ça peut remettre en cause cette décision s'il y a un cessez-le-feu ? C'est le ministre des Armées qui le Benny décide. Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, qui n'est pas un excité, entre guillemets, a demandé vendredi à la France de revenir sur sa décision. Encore une fois, si la situation devait évoluer, c'est le ministre des Armées qui décidera de qui peut participer ou non à cet événement. Moi, ce qui m'importe, c'est que la France reste claire. Libération des otages, droit d'Israël, évidemment, à exister, à pouvoir se défendre dans le respect du droit international et cesser le feu. Cette décision apparaît quelque part comme une victoire de Mélenchon et de ses appels au boycott d'Israël. Justement, est-ce que ça veut dire que le boycott d'Israël est désormais justifié pour la diplomatie française ? Bien sûr que non. Il n'y a jamais aucun boycott qui ne sera accepté ou toléré. Mais là, c'est une forme de boycott. C'est même un délit dans notre pays d'appeler au boycott. Ce qui est très inquiétant, c'est d'appeler maintenant parfois au boycott d'individus. C'est ça que LFI essaye de faire. Le président de la République ne cale pas ses positions diplomatiques en fonction des injonctions de Jean-Luc Mélenchon à aucun moment. Il est à l'œuvre, à pied d'œuvre, jour et nuit, pour garantir que les otages soient libérés, notamment les otages français soient libérés, et que la situation humanitaire puisse se renforcer au regard de sa détérioration à Gaza. C'est ça l'obsession du président de la République. Et je crois qu'il a raison de mener ce combat qui est absolument essentiel. C'est juste de considérer que vous êtes mal à l'aise avec cette décision de boycott des entreprises israéliennes de défense ? Ça n'est pas un boycott, encore une fois. Et vous savez à quel point la France a été d'ailleurs attaquée. Les positions de la France ont été attaquées, notamment par la France insoumise, parce que la France continue à soutenir, évidemment, Israël dans son droit à se défendre,
tout en demandant encore une fois un cessez-le-feu. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il ne peut jamais y avoir de boycott. Ça n'est pas un boycott. Que si la situation devait évoluer, le ministre des Armées, eh bien c'est lui qui déciderait, parce que c'est sa responsabilité de ce qui pourrait ou pas évoluer. Encore une fois, je crois que la France... Donc c'est pas exclu que ça évolue. Mais parce que j'espère surtout qu'un cessez-le-feu puisse exister. J'espère que donc, les otages puissent être libérés. S'il y a cessez-le-feu, les entreprises israéliennes pourraient... Je n'ai pas à vous donner, moi, de décision définitive parce que ça n'est pas ma prérogative. Donc, ça n'est pas à moi de dire voilà la position qui sera la nôtre. Moi, ce que je vous dis, c'est que depuis le 7 octobre, je n'accepte pas qu'un seul de nos concitoyens français, par-ci les juifs, soit mis en accusation parce qu'il n'y a pas un seul de nos concitoyens juifs qui est responsable de la situation qui se passe à Gaza. Et je dis que le premier des responsables de la situation à Gaza, au-delà d'un choix politique de la part du gouvernement israélien, c'est d'abord et toujours le Hamas, qui est l'organisation terroriste qui a perpétré ces atrocités le 7 octobre dernier. Merci Aurore Berger d'avoir répondu à cette invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.